Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition. Pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés actions qui marquent une pause. C'est l'heure de la consolidation après une première semaine, la semaine passée, très positive sur les marchés actions, très risk-on. On marque le pas aujourd'hui sur les marchés européens, sur les marchés américains également en cours de séance. Petite baisse donc pour le CAC à l'arrivée, 5650 points. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Des marchés actions qui calent un peu alors que les taux longs américains poursuivent leur remontée. On ne va pas parler de tension à ce stade. On est à peine 1,15, 1,17, 1,18 peut-être au maximum sur le taux long américain à 10 ans. Mais c'est un mouvement qui commence à se voir, qui prend un peu d'ampleur et qui semble se prolonger. Pourquoi est-ce que ces taux montent? Qu'est-ce que le marché intègre à ce stade? À quelques jours, bien sûr, de l'entrée de l'administration Biden, de l'entrée en place de l'administration Biden et dans quelques jours, le plan de relance Biden qui sera présenté et détaillé. C'est évidemment un facteur important pour les investisseurs obligataires. Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, on s'intéressera au retour des small caps. C'est vrai que l'année 2020 a marqué le retour de la surperformance des petites capitalisations boursières. Ça s'est joué notamment sur la fin d'année avec le thème de la réouverture des économies. On en parlera avec les équipes d'investissement de Vatel Capital. C'est le directeur d'investissement de Vatel qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct. Une séance relativement calme à l'arrivée pour les marchés actions en Europe. Les infos clés du jour résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture en léger recul ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,20% à 5650 points. Le marché parisien donc qui a eu du mal à se trouver une tendance aujourd'hui à la suite de la pause amorcée hier après la poussée de la semaine dernière. Si l'indice hésitait depuis ce matin, l'ouverture des marchés américains n'aura pas permis aux investisseurs français de se décider. Les indices américains qui marquent eux aussi une pause à l'heure actuelle, affichant tout de même de légères progressions. Il faut dire que les investisseurs sont à la fois dans une période d'attente avec notamment le discours de Joe Biden jeudi sur le plan de relance, mais aussi le début de la publication des résultats américains en fin de semaine avec notamment les banques qui ouvriront le bal et notamment la vision de leurs dirigeants sur l'année à venir. Une vision que la Fed partagera de son côté également demain dans son livre beige à 20h. Donc autant d'événements qui incitent les investisseurs à se montrer attentistes, mais le calme sur les marchés peut aussi s'expliquer par la prudence des investisseurs face à plusieurs événements de nature à apporter de l'incertitude. La situation sanitaire tout d'abord reste préoccupante aux États-Unis alors que le pays est l'un des pays les plus touchés par la pandémie, affichant notamment plus de 375 000 morts depuis le début de celle-ci. Les États-Unis où la nouvelle souche de Covid-19 découverte au Royaume-Uni a d'ailleurs fait son apparition, inquiétant un peu plus les autorités sanitaires. On notera également que le virus est réapparu en Chine, poussant Pékin à confiner 3 villes dans le pays afin d'éviter sa propagation. Mais retour aux États-Unis où les investisseurs regardent également de près ce qu'il se passe sur le plan politique. Le discours de Joe Biden ce jeudi est d'ailleurs très attendu pour savoir quelle sera l'enveloppe budgétaire voulue par le président pour relancer l'économie, même si on sait déjà que Joe Biden serait globalement favorable à des chèques de $2000 pour les plus démunis. La perspective d'un nouveau plan de relance après celui de décembre alimente en tout cas l'espoir et permet à la courbe des taux des emprunts d'État américains de remonter. Le taux d'intérêt à 10 ans de l'emprunt d'État américain est repassé ainsi au-dessus des 1,15% pour se hisser ce soir aux alentours de 1,18%. États-Unis toujours et politique toujours s'il ne reste plus qu'une semaine à la Maison-Blanche à Donald Trump. Celui-ci est tout de même visé par une procédure d'impeachment de la part des démocrates. Ceux-ci qui ont d'ailleurs voté au sein de la Chambre des représentants une résolution en vue de sa destitution, l'accusant d'avoir incité ses supporters à s'introduire au Capitole. Les démocrates qui ne comptent vraisemblablement pas s'arrêter là, Nancy Pelosi, n'hésitant plus à affirmer que Donald Trump est déséquilibré et qui a également déclaré avoir échangé avec le chef d'état-major des États-Unis sur les possibilités de limiter l'accès du président sortant au code nucléaire.
Retour à Paris à présent sur le front des valeurs où Renault fait savoir que ses ventes mondiales ont chuté de 21,3% sur l'ensemble de l'année 2020. Un recul en lien direct avec la pandémie et la fermeture de plusieurs sites du groupe pendant plusieurs semaines au printemps dernier. Le groupe qui a vendu sur l'ensemble de l'année dernière 2,95 millions de véhicules veut à présent redresser sa rentabilité en 2021. Renault qui estime par ailleurs qu'un rebond du marché automobile devrait avoir lieu en 2021. Un rebond du marché mondial de l'ordre de 10 à 15%. On notera également que Sodexo continue sa progression après des résultats meilleurs que prévus publiés la semaine dernière. JP Morgan passe d'ailleurs de sous-performance à neutre sur le titre et relève son objectif de cours de 55 à 80 euros. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de décembre, mais également, on en parlait tout à l'heure, du livre beige de la Fed publié donc demain à 20h. En Europe, les investisseurs prendront connaissance de la production industrielle en zone euro pour le mois de novembre. Et ils pourront également suivre le discours de Christine Lagarde qui prendra la parole dans le cadre d'un sommet organisé par Reuters. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 clôture donc en légère baisse à 5650 points ce soir. Trois invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier nous accompagne ce soir, gestionnaire de portefeuille chez Mirabeau et compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue Frédéric. Bonsoir. Philippe Forny, à nos côtés également le directeur des gestions privées de BNP Paribas. Bonsoir Philippe. Bonsoir Guillaume. Merci d'être là. Et Jean-François Robin qui nous accompagne aussi, le directeur de la recherche marché de Natixis. Bonsoir et bienvenue Jean-François. Bonsoir Guillaume. 1,18%, c'est le max qu'on a atteint sur le taux à 10 ans américain. Aujourd'hui, c'est un plus haut dans le monde post-pandémie. Bien sûr, on était à 1,90 au début de l'année 2020. Donc, ça nous montre quand même qu'en absolu, on reste sur des taux très très faibles. Mais c'est quand même un mouvement qui se voit. Plus 20, 25 points de base là, en ligne droite sur le taux à 10 ans américain. Qu'est-ce qui se joue derrière ce mouvement, Jean-François ? Là, on joue l'après-Covid, encore une fois, et c'est sans doute pas fini. Nous, chez Natixis, on pense que ça finira l'année à 1,7% le 10 ans, donc ça va doucettement revenir à une nouvelle normalité, parce que, encore une fois, il y a 10 ans, la moyenne, c'était plutôt autour de 4% les taux américains. C'était le bon temps. C'est terminé. On reviendra jamais à ça, probablement. Enfin, jamais, il faut jamais dire jamais dans ces temps. Mais clairement, aujourd'hui, on joue le post-Covid, et donc on joue l'idée qu'il y aura sans doute un retour à la normale, une reprise assez forte. Donc ça, c'est un scénario qu'on pourrait tout à fait appliqué aussi à l'Europe, mais où on ne voit pas du tout ce phénomène-là. Donc ce qui est vraiment particulier aux États-Unis, c'est l'anticipation d'un plan de relance massif de la part de Joe Biden. Là aussi, peut-être sans doute un peu exagéré, puisque l'année dernière, on a déjà eu 14 points de PIB de dépenses publiques supplémentaires et les taux américains étaient à 0. Donc c'est bien la conjonction de on joue le monde d'après, la normalisation de l'économie, plus un nouveau plan de relance cyclique, peut-être un peu plus inflationniste. Mais le déficit américain est fini l'année autour de 15%. Donc on l'a déjà eu, les dépenses publiques de Trump, ça n'a pas été quand même, je dirais, une gestion des finances publiques. Un parangon de vertu de ce point de vue-là. Sans doute qu'on a bien fait de dépenser face au Covid. Ouais. Et donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, les taux ils remontent pour deux effets. On commence à pricer, à intégrer un petit peu plus d'inflation. Donc, on voit l'inflation à 10 ans, 5 ans dans 5 ans, là, qui repasse au-dessus de 2%. Donc, ça y est, on arrive à l'objectif de la Fed. Donc, peut-être qu'elle va moins devoir garder ses taux à zéro. Et même la Fed elle-même, des gens comme Kaplan, des gens un peu bear, un peu au quiche, sont en train de dire il faudra peut-être à un moment ou à un autre se poser la question du tapering. Et alors là, dès qu'on parle de tapering aux États-Unis, on se rappelle de 2013, tout le monde a très très peur et que ça peut faire remonter très fortement les taux, faire baisser. Faut expliquer, ils rachètent 120 milliards par mois aujourd'hui, la Fed, 80 milliards d'obligations du Trésor, 40 milliards de titres adossés à des créances immobilières. Le tapering, c'est on réduit le montant des achats. On ferme le robinet très progressivement. Voilà. Donc évidemment, à un moment ou à un autre, on va arrêter d'injecter de la liquidité si les choses vont mieux. Donc on est en train d'intégrer ça. Donc on intègre un petit peu plus d'inflation et un peu de hausse des taux. Et on voit, à horizon 2023, il y a une petite hausse des taux, même de la Fed, qui commence à être intégrée. Donc, on se projette quand même assez lointain. Et là où je crois que ça fait la transition, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est très important, c'est que les taux, c'était aussi ça qui justifiait un peu la valo des bourses. Ouais. Les valorisations astronomiques, on parlait en antenne de Tesla juste avant. Évidemment, c'était quand on regardait les cap shillers, tous les ratios de valorisation des actions aujourd'hui.
ça tient que si les taux restent très bas finalement. Et donc si les taux remontent, eh ben, le taux auquel on va discounter les profits futurs, ben, évidemment ça devient un petit peu moins intéressant. Donc c'est vraiment très défavorable, je dirais, aux valeurs les plus, notamment les technologiques, par rapport aux valeurs cycliques. Mais vous décrivez bien, est-ce qu'on peut utiliser le terme de nouveau cycle ou de nouveau schéma pour l'investisseur ? C'est à ce point-là ? Moi, je crois que l'idée que c'est la fin de cette tendance séculaire, enfin en tout cas décennale de baisse des taux et de montée des actions, je crois qu'il faut quand même raison garder. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sorti de la pandémie. Et c'est là un peu tout le paradoxe, c'est qu'on voit bien qu'il y a une réaccélération des inquiétudes liées aux variants du Covid, au reconfinement. Et en même temps, on a des actions qui sont au plus beau et des taux qui montent. Là, des taux qui montent, des actions qui montent, c'est vraiment le monde d'après où tout va bien. Est-ce qu'on en est là ? Est-ce que les banques centrales vont vraiment remonter les taux tout de suite ? Honnêtement, c'est sûrement des micro-phénomènes qu'on va avoir dans le futur, mais je ne crois pas que ce soit une grande tendance. Je ne suis pas sûr que l'inflation revienne tout de suite. Je ne suis pas sûr que les banques centrales vont très fortement valider cette remontée des taux rapidement. Donc je crois que ça allait un peu vite quand même. Pour finir vos remarques, Jean-François Robin, vous dites 1,7 sur le 10 ans américain fin d'année. C'est ce que vous prévoyez chez Natixis. Avec quelle prévision de croissance et d'inflation pour les États-Unis ? Sur les États-Unis, on revient effectivement sur une tendance haussière de l'inflation, mais on est très très loin des 2%, où on ne l'a pas en 2021, pas en 2022. D'accord. Et on est sur une perspective de croissance aux États-Unis qui serait autour de 4%. D'accord. Donc on a une économie américaine qui évidemment rebondit. On vient de... Mais c'est avant tout la croissance, la reprise économique qui pourrait justifier un 10 ans américain. Oui, c'est bien sûr. Encore une fois, les taux, normalement, c'est corrélé avec la reprise économique. Enfin, ça peut être corrélé avec des risques souverains, etc. Mais normalement, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on dit que ça monte avec la croissance. 1,70%, mais pour de bonnes raisons. C'est une bonne remontée des taux. Ce serait sain. C'est pas un choc exogène, c'est pas un choc inflationniste. Je crois que ce sera drivé par la Banque centrale américaine de façon très gentille. Elle va faire un peu du yield control et si ça remonte trop vite, elle sera un petit peu à parler, faire de la forward guidance qu'on appelle pour calmer les anticipations des hausses des taux. Pour l'instant, elle l'a encore dit la nuit dernière. Elle n'est pas tellement gênée par ces hausses des taux-là. Si on se projette dans un monde qui rebondit quand même par rapport à l'année dernière, c'est pas grave que si les taux sont à 1%, si on a 4% de croissance, on reste avec des taux réels très très intéressants pour l'économie américaine. Donc pour l'instant, pas trop de problème. Bon. On verra, ça m'intéresse de savoir comment la Fed peut être très gentille et pilotée avec autant de douceur. Ça va être le sujet des 5 prochaines années. De hausse de taux. Parce comment on sort de tout ça sans l'expérience de 2013, c'est encore dans toutes les mémoires. Que vous inspire ce phénomène de remontée des taux aux États-Unis ? Qu'est-ce que ça implique pour les gestionnaires, pour les investisseurs, pour vos clients chez BNP Paribas, banque privée, Philippe ? D'abord, je partage à peu près tous les chiffres qui ont été évoqués. C'est pas un 70, c'est un 40, mais on est dans le même sens, effectivement. Cette idée de remontée. Un peu plus d'inflation, c'est ce qu'on entrevoit également, sans évidemment que ça soit dramatique. Et puis je rappelle que la Réserve fédérale n'a pas fixé un objectif à 2%, mais une moyenne d'objectifs sur une durée qui est non déterminée. Certes. Donc du coup, il y a un peu de place, même si ça dépassait les 2% en accélération. Alors ce que ça nous appelle, c'est clairement que les marchés obligataires, pour l'instant, on n'a pas tellement envie de revenir dessus, c'est clair. Alors ça tombe bien parce qu'on n'était déjà pas très investi dessus jusqu'à présent. Donc ça laisse toujours la place et ça fait toujours la part belle pour les marchés dits risqués, les marchés d'actions, parce qu'on considère effectivement que sur l'année 2021, alors peut-être plus sur la deuxième partie de l'année que sur la première. Après, c'est un peu une question de timing, tout ça. Mais effectivement, il faut rester investi sur des marchés d'actions parce que, quelque part, au-delà de la pandémie, c'est ce que jouent déjà un peu les marchés, peut-être un peu trop vite. Et c'est peut-être pour ça que aujourd'hui, ça marque un peu le temps d'arrêt. Mais c'est quand même l'idée d'une reprise de l'activité qui va accélérer sur la deuxième partie de l'année. Pour autant, et c'est toute la question, que la pandémie puisse être maîtrisée et que les variants ne se multiplient pas à l'infini et que, quelque part, on arrive à endiguer ce flot. Bon, je pense que c'est tout le risque majeur pour le début de l'année 2021 et peut-être même pour toute l'année. Si on arrive effectivement, et c'est notre lecture aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on arrive à maîtriser progressivement par la vaccination l'épidémie, et donc évidemment, on se dégage complètement l'horizon, et on est sur un horizon où quelque part la croissance reprend, et si la croissance reprend, alors après on peut discuter de la cherté relative des actions ou des secteurs, et des choix qu'on a à conduire pendant cette croissance qui reprendrait. Mais globalement, c'est favorable au marché d'action. Ça reste favorable au marché d'action. Y compris si on n'a plus le mouvement de baisse de taux. Oui, je pense. Qui a été quand même un des gros drivers, Jean-François le rappelait, au moins des 10 dernières années pour les compartiments croissance, qualité, visibilité. Je pense qu'après, même si on n'a plus ce facteur-là,
Le marché action je pense que oui, sauf que progresser. ça dépendra effectivement des secteurs. On a parlé du risque pour les technologiques, je partage complètement le point de vue. C'est un risque. C'est pas le seul pour les technologiques américaines, puisqu'il y a aussi un risque, je dirais, réglementaire qui pèse au-dessus de la tête. Mais en même temps, si on parle de ce risque réglementaire, je pense qu'il est assez limité parce que je vois mal les Américains démanteler des technologies très puissantes aux États-Unis pour laisser un boulevard aux Chinois avec la technologie chinoise. Donc il me semble que quelque part, il y a un équilibre nécessaire qui va être trouvé assez rapidement aux États-Unis, même s'il y aura peut-être des effets de manche autour de la technologie. Donc nous, on reste persuadés quand même. Après, il faut choisir les secteurs. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt envie de s'investir sur des marchés un peu plus cycliques. Parce que si on croit à la reprise de l'activité économique, c'est quelque part tout ce qui est au début du cycle de production, tout ce qui est produit de base, métaux de base, et puis qui sert au cycle de production. Et c'est plutôt ça qu'on a envie de jouer. Je fais juste un parallèle sur la courbe des taux américaine. Effectivement, un des risques qu'il pourrait y avoir, c'est que effectivement, la Réserve fédérale contrôle mal le steepening, c'est-à-dire la pontification de la courbe. Et que là, qui pourrait provoquer brutalement une hausse des taux et les marchés actions dévissent. On connaît des phénomènes comme ça, quand même. Bon, je pense qu'évidemment, ils vont être très vigilants, mais s'il y a pontification de la courbe modérée et contenue, ce qui semble quand même se dessiner pour l'instant, c'est aussi favorable à un secteur qui est le secteur bancaire aux États-Unis. Bon, alors, peut-être moins en Europe, malheureusement, peut-être pas encore en Europe, mais aux États-Unis, ça pourrait être clairement le cas. Alors, je ne suis pas sûr que les banques américaines et leurs résultats aient besoin complètement de ça, simplement aujourd'hui, parce que je pense que ce qu'elles vont publier sera quand même sympathique. Mais... On aura déjà des éléments de réponse ce vendredi. Je crois que les premières grandes banques américaines publient en fin de semaine. On sera très attentif aux reprises de provisions, peut-être, qui vont continuer encore après les provisions effectuées pour la crise pandémique, évidemment, en lien avec les défauts potentiels. Frédéric, vos commentaires sur cette situation de marché, des taux qui remontent, des marchés actions qui tiennent au plus haut. Est-ce que on a le meilleur des deux mondes? Est-ce que c'est une séquence qu'on peut prolonger encore? Oui. Nous, le seuil vraiment sur lequel on pourrait avoir des marchés qui commencent à stresser, on l'a fixé à peu près de manière assez théorique aux alentours d'1,50. C'est-à-dire qu'on pense à ce moment-là qu'on devrait avoir des inquiétudes, par exemple sur le high-yield. Il ne faut pas oublier aussi les entreprises zombies aux États-Unis. Donc il y a des niveaux d'endettement qui est très très fort aussi pour les entreprises. Donc la problématique du refinancement quand même pour ces entreprises qui va se poser. Et donc une mortalité et des défauts qui pourraient arriver assez rapidement. Donc ça peut être une inquiétude. Je reviens sur la valorisation des marchés. Parce que c'est vrai qu'on se pose la question, hausse des taux, hausse des marchés, est-ce que c'est compatible? Je vais quand même regarder un peu le parcours des marchés et dire que le marché est dual. C'est-à-dire qu'on a eu quand même une différence très très forte d'appréciation des marchés sur les technologiques, mais on a quand même énormément de secteurs qui sont plutôt sur une tendance à moins 30 ou moins 40 l'année dernière. Donc, on va plus parier effectivement sur ce phénomène de rattrapage pour justifier qu'un marché ne baisse pas. C'est-à-dire qu'on va avoir une rotation, on en a parlé, de rotation sectorielle très importante. Ça ne veut pas dire que les technos vont baisser. Ça veut dire qu'il va y avoir un phénomène de compensation qui va arriver sur les valeurs qui sont les plus stressées. Alors, on peut parler des secteurs... Alors, bien sûr, le secteur bancaire plus en France ou en Europe. Mais c'est vrai que, par exemple, tous les secteurs industriels aux États-Unis, le transport, l'aérien, le loisir, c'est des secteurs qui, en distress, peuvent commencer à être regardés sérieusement. Et là, lorsqu'on regarde la valorisation de ces sociétés, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est sur des niveaux de valorisation stratosphériques. Donc, il y aura un phénomène de rattrapage. Et donc, on peut avoir un marché qui, bon an, mal an, vit sa vie sans être stressé jusqu'à un certain niveau de hausse des taux. Donc on n'est pas du tout inquiet pour l'instant, bien sûr, sur la reportification de la courbe de taux. On avait parlé la dernière fois sur le phénomène européen. Là, pour le coup, ça bouge quasiment pas. On a une légère remontée des taux longs. On est à 0,28, moins 0,28 sur le 10 ans français. Mais aujourd'hui, c'est clairement pas suffisant pour le secteur bancaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le secteur bancaire. Et depuis 2 mois, oui. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, oui. Il y en a qui sont collés depuis 10 ans. Ils sont contents depuis 2 mois. Oui, voilà, c'est ça. On en entend beaucoup plus parler. Mais honnêtement, on ne voit pas pour l'instant de raison d'une repontification de la courbe de taux en Europe. Aux États-Unis, oui. Il y aura des dangers inflationnistes parce qu'on a des effets de base aussi qui vont être plutôt poussés, que ça soit en Asie. Alors, on ne parle pas, par exemple, le phénomène de l'énergie. C'est qu'il y a une tension aujourd'hui très très forte sur le secteur de l'énergie. Donc, on peut avoir une remontée des prix de l'énergie. On l'a vu avec le pétrole. Donc, ça, c'est des effets de base qui vont être plutôt pesants pour l'inflation. Et le marché arrive encore à se faire surprendre par les effets de base ? Non, mais après, c'est bien flagué. C'est les figures, quand je vous parlais de 1,50, c'est les figures. Le fait qu'on arrive sur des seuils
qui peuvent stresser le marché. Ce que vous décrivez, donc ce mouvement de rattrapage des valeurs cycliques, de toute la partie décotée du marché, ce qu'on appelle la value, pour dire les choses simples, c'est ce qu'on observe déjà depuis 2 mois, Frédéric, grosso modo, depuis le 9 novembre. Ça fait des pauses de temps en temps. Ma question, c'est, le mouvement n'est pas terminé? Est-ce qu'on est, je ne sais pas, au début du chemin, à la moitié du chemin? Est-ce qu'on a déjà fait une bonne partie du parcours quand on remet en perspective? Quand on regarde l'écart de valorisation qui est historique. Ce qui est intéressant, par exemple, l'année dernière sur le S&P, la performance du S&P n'a jamais été historiquement aussi concentrée. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu aussi peu d'entreprises qui surperformaient l'indice sur le S&P dans l'histoire. Donc ça montre bien... C'est le top 10, quoi. Il y a le top 10. En gros, il y a 10 valeurs qui ont performé. Donc quand on regarde l'indice et on voit le S&P en euros à 0, 10... Et si on enlève ces 10 valeurs, honnêtement, on est à moins 15 ou moins 20. Je veux dire, quand on recalcule, c'est moins vrai en Europe. En Europe, on a plutôt des marchés. Alors c'est vrai qu'il y a des grosses performances. On a été tiré par le bas par exemple à Paris sur des Airbus, des secteurs bancaires. C'est un peu vrai en Europe, c'est beaucoup plus équilibré. Mais aux États-Unis, c'est quand même hyper concentré. Donc dire que les marchés sont chers, je pense qu'il faut avoir équipondéré un petit peu notre approche pour justifier la cherté de mais ça veut dire qu'au-delà des Tesla, des GAFAM, etc., vous êtes confortable avec votre poche action aujourd'hui sur des cycliques, sur des valeurs industrielles, sectorielles industrielles, rattrapage et aussi sur ce qu'on appelle les basic resources. Donc vraiment tout ce secteur aujourd'hui sur lequel on va jouer effectivement une dynamique de reprise de croissance. Les anticipations de croissance l'année prochaine par des faits de base sont quand même relativement importantes. On pourra avoir des bonnes surprises. Donc c'est vrai que c'est ces secteurs-là aujourd'hui qu'on va privilégier. Quels sont les secteurs? Alors Jean-François, vous avez un commentaire, bien sûr, je vous en prie. Justement pour aller dans le sens de ce qu'il a dit, c'était effectivement c'est qu'on a cette fameuse rotation qu'on attendait entre la grosse value et sur les cycliques quand on sortira de cette risque Covid. Mais ce qui est très intéressant aux États-Unis, c'est que c'est concomitant avec justement un changement de présidence de Joe Biden qui lui-même va faire une politique très différente. En tout cas, c'est ce qu'il veut faire. On va voir les détails demain, mais on sait déjà qu'il va faire de l'infrastructure, de l'utilities. Et en fait, ce que va faire Biden va renforcer cette rotation qu'on est en post-crise Covid. Donc c'est ça qui est intéressant. La rotation, elle est à la fois conjoncturelle et aussi très politique dans sa dynamique. Donc c'est pour ça que c'est pas trop tard pour jouer ces rotations, bien sûr. Sur les secteurs à privilégier, sur où est-ce que ce mouvement en est aujourd'hui après 2 mois d'existence, pour dater un peu les choses? Moi, je compléterai un peu le propos. Je partage évidemment le point de vue, mais je compléterai le propos d'abord en signalant que si on s'intéresse effectivement à ces dimensions un peu cycliques value, traditionnellement, l'Europe est un peu plus cyclique value que les États-Unis. Donc c'est une des raisons qui fait que dans le tiercé gagnant, enfin ce qu'on imagine être le tiercé gagnant, on verra, sur les pays, on met d'abord la zone euro, effectivement. On met un petit challenge, on a joué un petit peu sur le UK, donc évidemment un peu la recovery du UK après l'absence de no deal. Je ne sais pas s'il y a vraiment un deal, mais l'absence de no deal en tout cas. Et puis ensuite, on regarde effectivement le Japon, les émergents et en dernière position les États-Unis. Ce qui est quand même pas si fréquent. C'est pas si fréquent. Parce que traditionnellement, on a effectivement... Alors, je ne dis pas qu'on n'a plus d'actions américaines dans les portefeuilles. Évidemment qu'on en a quand même un poids conséquent, mais c'est quand même un changement de vue. Alors, le marché européen, on en a toujours beaucoup. Mais quand même, on voit quand même un petit peu de choses se dégager. Après, en complément de ce qui a été dit, on s'intéresse également pas mal aux mid-small, et notamment européennes, un peu moins américaines, un peu américaines, mais un peu moins quand même. Parce qu'on pense que là aussi, c'est un secteur qui a été quand même qui a beaucoup souffert pendant l'année 2020. Et là, on a quand même pas mal de choix possibles. Il y a pas mal d'entreprises possibles, il y a pas mal, d'histoires à raconter possibles. Et on pense que c'est la combinaison de large cap et de mid-small qui permet effectivement aussi de faire un bon corps de portefeuille. Qu'est-ce que vous trouvez, ce sera le quart d'heure thématique ce soir consacré au small cap, mais qu'est-ce que vous trouvez dans les petites et moyennes capitalisations, les mid and small et mid, comme vous dites, Philippe, que vous ne retrouvez pas dans les large cap, par exemple? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Je pense que c'est un complément sur parfois des niches, tout simplement. Donc ça permet d'ajuster des portefeuilles ou ça permet de jouer un peu des opportunités un peu particulières sur des entreprises qui sont de taille plus restreinte, moins visibles du commun des mortels, et donc pas toujours valorisées comme elles devraient l'être non plus d'ailleurs, et surtout quand elles ont été massacrées auparavant. Donc il y a un peu d'histoire de recovery, de remontée, de rebond de ces entreprises, et puis je pense qu'il y a également des histoires un peu sectorielles qui complètent des histoires sectorielles de large cap. Il y a un peu les deux. Bon, est-ce que c'est vraiment une année pour l'Europe? Non, mais pour de vrai, cette fois, Jean-François, je sais pas, je vous vise pas du tout, mais, je sais, ça fait 10-15 ans que je suis les marchés, 10-15 ans que chaque début d'année, mais parce qu'on est Français, Européens avant tout, oui, le marketing de vos métiers pousse l'Europe en début d'année à chaque fois. Et les clients préfèrent l'Europe. Et voilà, mais pour coller aussi peut-être aux attentes des clients.
au-delà du marketing habituel, est-ce que c'est vraiment une année où les arguments pour l'Europe sont plus solides que d'habitude? Alors, je vais mettre peut-être 3 arguments en faveur de l'Europe, mais je pense quand même que les États-Unis vont bien sortir leur épingle du jeu. Le premier argument, c'est quand même qu'effectivement, l'Europe est pas chère. Par rapport aux États-Unis, si on veut si on veut gagner de l'argent, il faut acheter pas cher et vendre cher. C'est comme ça que c'est les règles du trading de base. Donc l'Europe aujourd'hui, sortir de cette crise, quand on parlait des indices, effectivement, le S&P beaucoup plus cher que le CAC ou l'Eurostoxx. Donc déjà la valo des actions européennes, parce qu'elle est plus tiltée vers des financières, vers des utilities, vers des boîtes aussi de la santé. Et ça, c'est peut-être des boîtes finalement qui vont bien s'en sortir sur 2021 dans un monde encore un peu Covid et post-Covid. Finalement, toutes les valeurs de la pharma, ça va. Même un Sanofi qu'on critique aujourd'hui, c'est sûrement quand même une valeur qui va gagner dans un monde où on va devoir investir sur la santé, sur les vaccins, structurellement. Donc il y a un côté valo, je pense, qui est intéressant. La deuxième chose qu'il ne faut quand même pas sous-estimer, c'est ces plans de relance européens qui vont arriver. On va nous aussi sortir de cette crise, on va nous aussi se vacciner. On voit bien que ça accélère quand même un petit peu partout, y compris en France enfin, et que probablement le rythme de vaccination, ce ne sera pas discriminant entre les États-Unis et l'Europe, mais aussi qu'on aura ces plans de relance. On oublie un peu les plans de relance français, allemands, 4 points de PIB chaque fois, les 750 milliards. Il ne faut pas comparer que les 750 milliards européens, ce qu'on fait souvent avec les 900 milliards ou les 2 trillions de Biden qui arrivent. D'abord, il n'a pas encore voté, mais en plus du 750 milliards en Europe, il y a tous les plans nationaux. Bien Donc, sûr. mis bout à bout, on a quand même là aussi, nous aussi, on a nos 4 points de PIB qui peuvent arriver. Et puis le troisième élément, quand on compare États-Unis et Europe, il faut regarder un petit peu aussi est-ce qu'on le regarde en dollars ou en euros. Et Oui. nous, on pense très sincèrement que le dollar va se déprécier. Et là aussi, on le voit autour de 1,27. Si vous achetez quelque chose en dollars comme le S&P, il vaudra sans doute moins cher à la fin de l'année du fait d'un effet change. Ouais. Et donc, il faut regarder un petit peu ces effets-là à un moment. Ce serait le troisième argument. Et puis, je termine quand même pour dire que je crois quand même que dans ces histoires-là, on ne faut jamais sous-estimer, et je crois que personne ne le fait trop, mais cette capacité de rebond de l'économie américaine qui est plus flexible, qui a un plan de relance, qui a effectivement une allocation de capital qui sera peut-être plus rapidement dans les valeurs de croissance parce qu'on a plus sauvegardé les salariés plutôt que les boîtes, alors que nous, on a sauvé tout le monde, on a bien fait, mais on a sûrement peut-être plus de zombies, même si aujourd'hui il y a plus de zombies aux États-Unis. On est autour de 20-25% de zombies aux États-Unis contre plutôt 15% en Europe, donc il y a paradoxalement plus de zombies aux États-Unis. Mais la façon dont ils gèrent le Covid, la sortie sera peut-être plus dynamique, plus schumpeterienne, finalement aux États-Unis. C'est plus violent, c'est plus brutal, mais c'est plus dur quand même. Recréateur de richesse à l'issue d'une crise comme ça. Encore une fois, il ne faut pas être trop noir et blanc, puisqu'on voit des records de création d'entreprises, y compris en France. Donc c'est aussi dans les crises qu'on refait des modèles, qu'on recrée des boîtes, parce que de toute façon, nécessité fait loi, etc. Donc, mais voilà, moi j'ai tendance à dire attention, n'enterrons pas les États-Unis, il ne faut jamais le faire. Non. Dans les phases de reprise, c'est toujours une économie qui surprend. Tout le monde a appris à ne pas enterrer les États-Unis dans vos métiers. Oui, moi qui ai vendu l'histoire de Trump en disant ça ne marchera pas, etc. Finalement, ça marche toujours quand même pas si mal. Et puis je rajouterais évidemment, je ne l'ai pas dit, mais dans le tiercé, il y a la Chine. Donc c'est absolument incontournable dans une constitution d'un portefeuille. Maintenant, on est obligé effectivement d'intégrer de plus en plus cette dimension-là. D'abord parce qu'on croit à la capacité de développement chinoise, très franchement, et on pense qu'elle va évidemment s'accélérer encore davantage, ce qui va évidemment rendre le match avec les États-Unis toujours très virulent. Puisqu'on parle de virus, ça va être très virulent en l'occurrence. On voit mal comment, effectivement, le président Biden va changer le discours vis-à-vis de la Chine. Donc, c'est-à-dire que cette dimension de crispation géopolitique n'aura peut-être pas la même forme orale ou verbale, mais en tout cas, elle sera bien présente et ça sera effectivement quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Après, on a parlé des valeurs technologiques chinoises sur l'automobile ou autre. Évidemment, ce sont des secteurs qui sont très porteurs et donc on ne peut pas du tout s'abstraire dans les constitutions de portefeuille. Ça devient incontournable dans une allocation cœur aujourd'hui pour des clients privés. Bien sûr. Bon, Frédéric, au-delà de ça, la photo finish de fin d'année 2021. Je sais même pas si le concept honnêtement de zone géographique a totalement du sens. C'est vrai que nous on a une approche qui est une approche aussi thématique. On voit quand même qu'aujourd'hui la disruption c'est pas uniquement la disruption technologique. C'est la disruption, par exemple, par le green, par le verdissement de nos portefeuilles. Donc, c'est vrai que, oui, bien sûr, les États-Unis, c'est cher. De toute façon, c'est 20% plus cher que l'Europe. Donc, quoi qu'il arrive, on dira toujours systématiquement que les États-Unis sont plus chers que l'Europe parce que c'est le cas. Historiquement, c'est le cas et parce que la croissance des bénéfices aux États-Unis est plus forte qu'en Europe. Donc, après, regardez les indices. Oui, effectivement, nous... On va regarder en Europe les mid et small cap parce qu'il y a une problématique de FUSAC aussi, M&A. On est quand même on est sur des valorisations très basses. On est pour le coup en bas de cycle. Il y a beaucoup d'argent. L'argent est gratuit.
on va avoir une explosion du M&A. Je veux dire, s'il n'y a pas une explosion des rachats en ce moment, je pense que ça n'arrivera plus derrière. Et alors, pourquoi et quel secteur? Je pense, par exemple, dans l'énergie et le verdissement des portefeuilles. Vous avez des acteurs comme Voltalia, on va rentrer sur les sociétés, mais je pense clairement que des grands acteurs pétroliers, par exemple, avec de l'argent pas cher, peuvent racheter... Total vient de faire une petite acquisition dans le biogaz, le leader français du biogaz. Voilà, donc je pense qu'on va avoir une accélération des fusions-acquisitions cette année. Ouais. Profiter du cycle avant que les taux éventuellement ne remontent, du fait effectivement de la faible valorisation et des sociétés aujourd'hui qui sont un peu exsangues aussi financièrement. Donc, il y a besoin de fonds propres, coût du capital toujours très très faible, bas de cycle de profit. Et disruption, c'est-à-dire qu'il y a des modifications dans des cycles économiques et également des business aujourd'hui qui nécessitent d'aller chercher effectivement du savoir-faire sans avoir à développer des capex énormes dans les sociétés. Donc je pense que oui, ça va être un gros moteur. Par exemple aux États-Unis, on est sur des records l'année dernière sur des IPO par exemple, il y a énormément d'introductions. Donc je pense que IPO, M&A, ça va être un gros... Voilà, je pense que ça va être quelque chose d'assez énorme cette année. Je pense qu'on aura... ce sera quoi, la grande euphorie finale avec un cycle M&A parce que généralement, les fusions-acquisitions, c'est plutôt en haut de cycle. Justement. Et donc là, et là, vous dites non. Encore un indicateur. Un indicateur. Mais non, mais là c'est vrai qu'il y a tout pour le faire parce que là aussi, on a l'aspect politique, c'est-à-dire qu'on a la nécessité pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui de changer leur business, de s'adapter. Ce matin, j'étais avec Atos, qui a raconté qu'en gros, le monde d'après, c'est moins de 60% des personnes qui vont travailler de manière physique. Donc, voilà, il va falloir s'adapter sur l'immobilier, sur le transport. Donc, c'est des mutations très importantes et je pense que ça passera par le M&A. Et donc, le M&A arrive à un moment différent de d'habitude. C'est un cycle M&A différent. D'accord. Tout à fait. Beaucoup plus opportuniste et opportuniste pour les sociétés qui sont en bonne santé. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui ont une trésorerie qui est plutôt large. On parle toujours des entreprises françaises. Et même Renault, regardez Renault, qui était sous pression. Mais Renault, il y avait 10 milliards de cash dans Renault. Certes. Donc voilà, ils ne vendaient plus une seule voiture, mais financièrement, c'est une entreprise qui était assise quand même sur suffisamment de cash pour passer la crise. Atos, ils vous ont expliqué pourquoi ils envisageaient d'acheter DXC, l'américain, 10 milliards? Non. Non, parce que c'était le sujet M&A et visiblement le marché était un peu pris de court alors ça, c'est typiquement le sujet. Ce genre d'idée venant d'Atos. C'est-à-dire, c'est pas le fait d'acheter ça, parce que... C'est la taille. C'est la taille, c'est sur de l'infrastructure. C'est la capi d'Atos. Oui. Un peu plus même peut-être. Un peu plus. C'est 10 milliards contre 7. C'est surtout une entreprise qui est en décroissance. Qui fait de l'infrastructure essentiellement, c'est-à-dire que ce n'est pas les business que souhaitait avoir Atos, qui était plutôt dans la cybersécurité, qui est vraiment le pôle de développement. Alors ça nous dit quoi du cycle M&A? On peut avoir de très mauvaises idées, y compris dans un moment M&A qui paraît idéal. Après, il y a la recherche de taille critique, d'être troisième du secteur. Voilà, donc... c'est vrai qu'on peut faire n'importe quoi, effectivement, dans ce cycle-là. Et en l'occurrence, effectivement, c'est surtout le fait qu'on a une rupture entre ce qu'on a entendu de la direction il y a quelques jours, qui était vraiment, on va cibler des petites acquisitions cybersécurité, à je fais tout autre chose, je vais payer cher une entreprise en décroissance qui fait de l'infrastructure. Et ça, effectivement, ça passe très très mal pour les investisseurs. C'est peut-être une opportunité identifiée, industrielle, identifiée par Atos, le marché. Oui. Non, mais après, ça se justifie par la taille et par des économies de coûts qu'on peut avoir par rapport à la taille critique. Jean-François Robin. Oui, alors moi je pense, je partage tout ce qu'il y a à dire. Je crois qu'il y a aussi, il ne faut pas trop là aussi discriminer, je pense, en marché géographique. C'est-à-dire le phénomène du M&A, on parlait de la Chine, c'est à plein, ça marche à plein là-dedans. En Europe, on a vu cette année, ça va continuer. Tous les secteurs, automobiles, les bancaires, dans tous les secteurs que vous pouvez imaginer, il y a aussi du M&A en Europe. Et j'ai envie de dire qu'à la limite, en Europe, l'aspect coût de financement va rester plus intéressant en Europe, avec des taux qui vont rester négatifs, très bas en Europe par rapport aux États-Unis où ils ont l'air de vouloir remonter un peu plus vite. Donc de ce point de vue-là, je crois que l'intérêt du M&A, il n'est pas trop discriminant. Il y a deux choses, je pense, qui sont différentes entre les États-Unis et l'Europe également. C'est qu'aux États-Unis, ce qu'on va voir et ce qu'on ne va pas voir en Europe avec la même ampleur, c'est les rachats d'actions. Et ça, on le voit bien, c'est tout de suite en train d'accélérer. On a notamment chez les financières, on a des gros programmes de rachat d'actions. Si vous comparez ça à l'Europe, on a l'interdiction de le faire. Donc de toute façon, ça ne marchera pas de la même façon. Donc ces buybacks, ces rachats d'actions seront toujours, et historiquement ils le sont, plus dynamiques aux États-Unis qu'en Europe. Donc ça, on va le garder. Après, il y a un petit phénomène, je voulais rebondir sur l'idée que, évidemment, il y a une valorisation qui est plus élevée parce que la profitabilité des entreprises américaines est plus élevée.
Ça aussi, il va falloir regarder ce qui se passe avec Biden, parce que Biden a pour intention de faire passer l'impôt sur les sociétés de 21 à 28%, alors que par exemple en France, on veut le faire passer de 28 à 25%. Donc il y a peut-être des courbes qui se croisent, il ne faut pas comparer la profitabilité des boîtes françaises avec américaines, mais il y a quand même des dynamiques qui peuvent être un peu divergentes. Là aussi, le cycle politique va être hyper important à regarder par rapport à ce qui s'est passé en 2019-2020, en 2021, je pense. Bon. On verra ce que nous dit Biden de son grand programme qui sera précisé demain, je crois. Peut-être qu'il ne précisera pas tout, mais voilà. Non, mais on aura peut-être déjà quelques détails. Il y aura peut-être moins de la coupe aux lèvres, ce qu'il pourra faire passer et ce qu'il voudrait faire passer. Ouais. Philippe, sur cette année 2021, moi je veux bien qu'on dise un mot quand même du volet risque, parce que c'est vrai que, je sais pas, tout a l'air déjà bien tracé, bien balisé. Et j'allais dire, on sait évidemment que ça se passe jamais aussi facilement, mais c'est quoi pour vous les risques majeurs là quand même qui pourraient mettre à mal les scénarios ou les idées qu'on est en train de décrire? Non, mais je pense que le principal risque, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est quand même le risque autour de la pandémie. C'est-à-dire que si effectivement on n'arrive pas à endiguer cette pandémie rapidement, en fait on va gâcher une deuxième année, comme on a gâché un peu celle de 2020. C'est-à-dire qu'on va vivre d'espoir et puis on n'aura pas la réalisation de l'espoir qu'on attend. Donc, c'est pour ça ce qui est très nouveau, c'est l'idée des... Alors évidemment, on n'est pas qualifié autour de la table pour en discuter plus précisément, mais l'idée de mutation, c'est une idée, alors avec le variant anglais notamment, il y a eu plusieurs centaines, voire milliers de mutations déjà de ce Covid-19, mais le variant anglais semble être quand même plus agressif dans sa propagation. Ça peut mettre à mal le scénario vaccinal, ça peut tout remettre à zéro d'une certaine manière. On n'est pas spécialiste de la vaccination, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la question se pose. Aujourd'hui, la réponse qui nous est apportée, c'est que pour l'instant, ça ne pose pas de problème particulier. Mais je pense qu'après, au-delà de ça, il y a simplement la montée en puissance de la vaccination. Parce qu'il faut quand même vacciner au bas mot 60 à 70% de la population. Et on voit bien quand même que l'outil de production, aujourd'hui, de Pfizer, Moderna ou d'autres, il monte en puissance, mais il a du mal à suivre quand même. Effectivement, parce que tous les pays dans le monde entier demandent ces doses. Et donc, le marché est complaisant, parce que le 9 novembre dernier, qu'on achète effectivement d'un seul homme la vaccination globale massive, je comprends. Maintenant qu'on commence à avoir un peu de recul sur les problématiques logistiques, les éléments réfractaires et autres, est-ce que le marché Moi, je me demande si la pause n'est pas un peu devenu complaisant par rapport à... Je ne sais pas si le marché est complaisant, mais en tout cas, je pense que la pause est plutôt une pause bien vue. C'est-à-dire, on attend de voir. Aujourd'hui, on a misé effectivement sur le fait que la vaccination pourrait se faire et pourrait régler à un horizon relativement proche le problème. Aujourd'hui, je pense que le marché se dit, vu la logistique que vous avez évoquée, c'est un peu compliqué, ça va peut-être pas si vite que ça. On a une reprise forte de la pandémie en Grande-Bretagne, avec quelque chose qu'on ne maîtrisait pas jusqu'à présent et qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Il y a un variant japonais, il y a un variant sud-africain, donc ça fait quand même beaucoup de choses. On a une situation aux États-Unis qui est loin d'être maîtrisée. On a 250 000 cas nouveaux par jour, on a entre 3 000 et 4 000 morts par jour, c'est-à-dire un 11 septembre tous les jours. Il faut quand même se rendre compte de la proportion. Donc, évidemment, les pays comme la Grande-Bretagne ont vacciné 4,5 millions de personnes déjà aujourd'hui, donc ça avance très vite. Mais à l'échelle de la population, certainement pas encore assez vite. Et donc je pense que le marché a besoin d'avoir une certitude aujourd'hui. Que le calendrier pourra être tenu. Le calendrier vaccinal sera tenu pour qu'effectivement on puisse construire la suite telle qu'elle est prévue. Je pense que c'est un peu ça. Je reviens à la Fed, Jean-François, parce que je comprends votre idée, donc plus de croissance, une reprise dynamique aux États-Unis, si on est dans l'idée des risques, bien sûr, une inflation qui remonte graduellement et une Fed qui pilote tout ça en douceur. Si Biden annonce un plan de relance et se trouve en capacité de faire passer un volet supplémentaire de soutien, de relance, on appelle ça comme on veut, mais de, je sais pas, 1000, 1500 milliards, 2000 milliards, comme ce qui avait été indiqué peut-être à un moment, avec un congrès démocrate aujourd'hui. La Fed achète 80 milliards par mois de trésorerie, donc allez, on va dire 1000 milliards par an, grosso modo. Est-ce que ça suffit à financer un plan de relance supplémentaire à la démocrate, ou est-ce que ça pose un sujet quand même? Non, c'est un des sujets. Moi, je partage complètement l'idée que le 1, c'est évidemment le Covid, l'évolution de la situation. Ça, c'est le risque number one, c'est clair. Dans le deuxième risque, il y a évidemment ce risque inflationniste qu'on ne verrait pas venir. Moi, je ne le vois pas venir parce qu'il y a encore 10 millions de chômeurs aux États-Unis. Et si on rajoute même ceux qui sont au chômage partiel ou ceux qui ont arrêté de chercher un job, on est près de 20 millions de personnes. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle un output gap globalement, où on est très loin des capacités maximales de production de l'économie. Je pense qu'on ne reviendra pas aux 3,5% de taux de chômage
Je ne crois même pas qu'on y reviendra, mais en tout cas, ça mettra beaucoup de temps à s'en rapprocher. Donc, j'y crois pas trop. Mais imaginons qu'effectivement, qu'il y a un énorme plan de relance, que finalement, on double le salaire minimum partout et que ça a un impact, même si ça ne concerne que 17 millions de personnes aux États-Unis. Encore une fois, j'ai quand même plein de sujets qui me font que ce n'est pas mon scénario central. Mais voilà, il peut y avoir un retour de l'inflation qui fait que la Fed, finalement, le tapering, c'est pour 2021, ou en tout cas, on le prépare dès 2021. Donc, les courbes de taux remontent, ça pèse un peu sur les actions. Il peut y avoir des politiques un peu plus, on va dire, Bernie Sanderienne, qui arrive par Joe Biden, même si là aussi, ce n'est pas le scénario central. On peut avoir ce petit risque politique aux États-Unis, il y a ça. Évidemment, il y a plein de black swan, de choses qu'on ne voit pas venir. Moi, je pense au risque digital. On a eu comme des attaques massives, sans doute un peu russes, etc. Ça peut être un blackout total qui arrive. On peut avoir des gros défauts de techno. Un peu un phénomène Nicolas qui arrive qu'en fait, tout ça était du vent ou de la roue libre. Voilà. Et on peut avoir plein de risques comme ça qu'on ne voit pas venir. Le risque géopolitique, vous l'avez évoqué, entre les Chine et les États-Unis, ça ne va pas du tout s'améliorer. Surtout si tout d'un coup, les États-Unis et l'Europe commencent par comprendre qu'il y a ce que nous, on appelle un rival systémique et que Trump disait plutôt être un ennemi. Mais s'il commence à s'allier contre la Chine et qu'il se crispe, etc., il y a un énorme risque géopolitique. Même si là aussi, je suis toujours obligé de dire que le scénario central, c'est plutôt l'Asie qu'il faut regarder en général. La Chine, peut-être pas en particulier, mais en tout cas, l'Asie en général, c'est sûrement le continent qui va bénéficier de la reprise et qui a été un des gagnants du Covid, de la crise du Covid, si on peut dire, si on est le mieux sorti. Donc je crois que ça fait partie des gros risques quand même pour moi. C'est effectivement le Covid, derrière une hausse des taux qui remet un peu en cause tout ça, parce qu'il y aurait de l'inflation. Et ce qui tient finalement tout le scénario des marchés aujourd'hui, c'est de la liquidité abondante, c'est des banques centrales super accommodantes. S'il y a de l'inflation, la BCE, elle n'a pas le choix, c'est son seul mandat, et la Fed sera quand même obligée un peu de retirer de la liquidité. Et là, ça remet tout à fait ce scénario qu'on évoque depuis tout à l'heure en cause. Donc c'est bien évidemment un risque. Il faut regarder également la dimension un peu politique européenne, parce que, encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, Mme Merkel va quitter le pouvoir. Donc c'est quand même un changement très important en Allemagne, dont on ne sait pas dire exactement d'ailleurs ce qui sera derrière, très précisément. Le couple franco-allemand, c'est un couple, je dirais, qui est quand même leader sur la dimension européenne. Les Britanniques sont partis, mais le deal n'est pas complètement négocié. Il y aura certainement, je dirais, des retours pour négociations supplémentaires sur un grand nombre de sujets. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Européens se sont avérés assez soudés, voire très soudés, à la fois pour le plan de relance, pour tout ce qui est effectivement émissions un peu conjointes et autres, parce qu'il y avait cette grosse difficulté à traiter. L'idée, c'est que, évidemment, si on va vers un mieux, la difficulté s'évapore un peu, et peut-être que là, on retrouve un peu quelques travers. Donc qu'on connaît bien en Europe quand même. A fortiori, quand le couple franco-allemand tangue un peu, parce qu'on cherche ses marques peut-être demain. Alors on verra évidemment qui sera le successeur de Mme Merkel, mais je pense que c'est quand même... Alors c'est évidemment pas le risque premier, mais c'est quelque chose... On a engrangé beaucoup de capital politique en Europe à travers cette crise. On peut y perdre quelques plumes peut-être. Il ne faut pas considérer que l'Europe a vaincu tous ces vieux démons, et que dans une situation qui serait plus favorable, peut-être que certains vont souhaiter des marges de manœuvre supplémentaires qu'ils avaient un peu perdues du fait de la pandémie. Frédéric, parmi tous ces risques, je sais pas. Le risque politique, vous connaissez mon point de vue. Non. Le Brexit, pour moi, c'était pas tellement un sujet, ça l'était plus depuis pas mal de temps. Et les risques politiques, c'est vrai qu'on en a tous les jours, donc des risques politiques. Donc on fait pas une stratégie d'investissement. Ça fait parler, mais ça a peu d'impact. Oui, si, ça fait un peu de bruit pendant 24 heures ou 48 heures, mais honnêtement, on le sait tous ici, autour de cette table, c'est les banques centrales qui ont la main. Je veux dire, on est plus intéressé de savoir quelle va être la majorité au sein de la Fed, quelle va être la politique de la BCE avec un changement à la direction de l'Allemagne. Voilà, est-ce qu'il y aura la même indépendance? Ça, c'est beaucoup plus important, honnêtement, que de savoir, effectivement, des tensions géopolitiques. On l'a vu, même les tensions sino-américaines. Oui, n'ont pas mis à mal les marchés. Je veux dire, ça nous a fait parler. Voilà, ça fait un peu de littérature, mais on a vu ce qui s'est passé. Les Chinois, on n'en a pas parlé autour de cette table, mais la zone économique asiatique aujourd'hui, c'est quand même les 3/4 de la croissance mondiale se trouvent là-bas. C'est pour ça qu'on joue effectivement, on est convaincu qu'il faut jouer cette zone. Vous avez des pays, par exemple le Vietnam, ça va être 3% de croissance cette année, la Chine est en croissance. Donc il y a une dynamique qui est très très forte autour de ces zones-là. Et c'est encore sous-investi, comme idée, comme thème, parce qu'on en parle beaucoup, souvent quand même. Bon, on en a parlé en préambule sur les valorisations, mais j'aime beaucoup le secteur automobile chinois, mais quand je vois effectivement que des sociétés chinoises d'automobiles aujourd'hui font mieux que Tesla technologiquement parlant, qui vendent déjà
En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais. Non, mais je suis intéressé de l'entendre. 20% moins cher prix de vente et qui vont inonder le marché asiatique de leurs véhicules. NIO et les autres. On connaît NIO qui s'est introduite sur le marché américain, je crois. NIO, Li Auto, WM, Xpeng, pardon, qui vendent grosso modo pour l'instant cumulé aux alentours de 100 000 véhicules. Et ils ont une techno aujourd'hui au moins aussi compétitive que celle de Tesla. Tout à fait, avec ce qu'on appelle du X-Pilot, c'est-à-dire le véhicule autonome et avec des performances aujourd'hui de 600 à 700 km avec une recharge. Donc on est dans les critères qu'on a chez Tesla. Et donc après l'année Tesla, vous dites ça va être l'année Non, ce que je veux dire, c'est que ces acteurs-là qu'on a décriés, que ce soit les valeurs technologiques chinoises aujourd'hui, elles inondent ce marché asiatique, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il y a eu un phénomène d'évitement. C'est-à-dire que vous avez Baidu, Google, évitement total, on n'est pas sur les mêmes zones géographiques. Alibaba, Amazon, évitement total, on n'est pas sur les mêmes zones géographiques. C'est la même chose également avec Tencent. Donc pour l'instant, il y a la culture de l'évitement. On n'est pas sur les mêmes marchés, on ne s'oppose pas. Les Chinois ont pris ce pari effectivement de développer leurs ventes, par exemple dans les smartphones, autour du marché asiatique et en Europe. Et l'automobile sera un lieu d'affrontement, vous pensez ? Oui, non, mais pour l'instant... Ou est-ce qu'on sera toujours dans chacun son marché alors, c'est l'évitement. Parce que Tesla est déjà en Chine, très présent. C'est l'évitement, mais l'Europe... Et la Chine est chez Tesla. Et la Chine est chez Tesla. Le problème, c'est que la zone d'évitement, c'est pas l'Europe, et l'Europe se retrouve un petit peu au milieu de ces deux mondes. Vous êtes sur Alibaba, vous êtes sur Amazon, vous allez avoir des véhicules chinois qui vont arriver prochainement, vous avez du Tesla. Donc voilà, c'est la zone un petit peu de confrontation. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont tendance, ces grands acteurs des technologiques ont tendance à s'éviter. Arrivera un moment, effectivement, ils seront exsangues et vont devoir un peu se confronter. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart. Frédéric Rosier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabeau et compagnie à Paris. Jean-François Robin, directeur de la recherche marché de Natixis. Et Philippe Fornil, le responsable des gestions privées de BNP Paribas. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du soir ou le thème du jour, c'est le thème des petites capitalisations boursières, les small caps. Et on en parle avec les équipes de Vatel Capital. Le directeur d'investissement de Vatel Capital est à mes côtés en plateau. Jean-Michel Icre, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Grégoire. Merci d'être avec nous. On parlera alors d'un des fonds flagship de chez Vatel, qui est le flexible maison, Vatel Flexible. Ce qui est intéressant, c'est un fonds flexible mais investi sur la partie action à travers les small caps. Un fonds qui a très bien fait, visiblement, surperformé largement sa catégorie. Le marché des small caps a retrouvé de la surperformance par rapport aux grandes capitalisations en 2020. Je dis retrouvé parce que les 2 années précédentes, 2019, 2018, avaient été des années où la surperformance des small caps était peut-être un peu moins visible, Jean-Michel. Alors en fait, je ne sais pas si on peut parler de surperformance des small caps ou de sous-performance des small caps. Si on regarde les indices depuis 2012, ce que l'on constate, c'est que les small caps amplifient les tendances du marché, du grand marché. Donc, trimestre par trimestre, si on regarde les indices, et si on prend le CAC Gross Return, donc le CAC dividende réinvesti, et le Small Caps dividende réinvesti, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une surperformance ou une sous-performance trimestre par trimestre. Voilà. D'accord, donc c'est juste qu'il y a plus de bêta, vous dites. Donc dans un marché haussier, les small caps surperforment. Dans un marché baissier, elles sous-performent. C'est ce qu'il faut comprendre. Historiquement, c'est ce qu'on peut constater. Et effectivement, il y a des exceptions à la règle. Mais en règle générale, si les actions marchent bien, les small caps vont mieux marcher. Ouais. Bon, qu'est-ce qui a expliqué quand même alors le retour des small caps, parce que jusqu'à la fin d'année, jusqu'à l'automne, elles n'étaient pas franchement en avance sur les large caps après le trou d'air de février-mars. Visiblement, elles ont quand même retrouvé de la surperformance dans cette dernière jambe de rallye qu'on a pu observer depuis l'automne. Elles ont fait un excellent 4e trimestre, c'est vrai. Et après, il y a aussi des raisons fondamentales pour cela. Ce qu'on a pu constater tout au long de l'année 2020, mais ça avait déjà commencé pendant l'année 2019, c'est que beaucoup de dirigeants de small caps n'étaient pas du tout satisfaits par la valorisation de leur entreprise donnée par les marchés. Et donc, ils ont mis en place des opérations capitalistiques pour retirer leurs actions de la cote, ce qui a tout de suite donné des plus-values énormes au titre, ou ce qui leur a permis, en tout cas, de retrouver des valorisations plus
plus conformes à leur business. Je pense à Microwave, dont l'opération va se déboucler au premier semestre de cette année. Je pense à Mint, l'ex-Budget Télécom, qui a aussi connu une opération. Voilà, et on pourrait citer plusieurs opérations de cet ordre. Il y a aussi un deuxième facteur qui a aidé, qui a donné de la visibilité aux small caps, c'est le fait que les dirigeants aient sorti de l'argent de leur poche personnelle pour se renforcer au capital lorsque les cours étaient tombés à la cave en mars, avril de l'an dernier. Et il y a une grande différence entre un dirigeant de PME qui sort de son patrimoine personnel de l'argent pour investir au capital de sa société et une grande entreprise qui pompe sa trésorerie pour racheter ses actions sur le marché. Est-ce que les facteurs que vous avez décrits là, est-ce qu'ils peuvent perdurer? Est-ce qu'ils peuvent se prolonger là au cours de cette année 2021? Est-ce que les patrons de PME cotées peuvent être satisfaits aujourd'hui des valorisations et des cours de bourse de leurs entreprises? Ou est-ce que non, il y a matière à être encore insatisfait de ce point de vue-là? Est-ce qu'on peut avoir encore des opérations sur capital un peu en série d'une certaine manière? Alors, on aura sûrement aussi encore des opérations sur capital avec beaucoup de dirigeants qui sont proches. Je ne vais pas dire de l'âge de la retraite, parce qu'un dirigeant ne part pas à la retraite comme un salarié normal, mais qui sont proches de rendre le fruit de leur vie de travail à quelqu'un d'autre. Et donc ça devrait animer la cote. Après, on a le phénomène inverse, on a des actions qui ont énormément monté, et on a des dirigeants qui en profitent justement pour refaire leur patrimoine et qui vendent des titres sur les valorisations. Donc la situation actuelles. est plus équilibrée, forcément, aujourd'hui. Ça, voilà, il faut regarder secteur par secteur. Ouais. Comment vous regardez le schéma de marché pour les small caps 2021, les perspectives qu'elles peuvent offrir? Déjà, je sais pas, est-ce qu'elles sont chères aujourd'hui ou est-ce qu'elles restent historiquement décotées? On regarde les perspectives. Il y en a beaucoup qui sont chers et auxquels que l'on ne regarde plus du coup. Les facteurs positifs de la deuxième partie de l'année 2020 continuent d'exister aujourd'hui et vont continuer sur les prochains mois. On a toujours des banques centrales qui sont extrêmement généreuses avec les marchés, avec les États. Donc ça soutient très fortement le marché en apportant des flux de capitaux. On a également des espoirs qui ne se sont pas encore matérialisés, soit par des résultats ou des déceptions. La campagne de vaccination vient à peine de commencer. Donc on a toujours l'espoir de sortir un jour de la phase Covid. On a également l'espoir que les États vont mettre en place des plans de relance massifs qui vont permettre aux entreprises de réaliser du chiffre d'affaires. Et ça, on le voit, c'est un espoir qui s'est matérialisé très fortement dans les valorisations des valeurs dédiées à l'environnement, à la transition énergétique. Voilà. Et le dernier espoir, c'est le fait que les entreprises et les particuliers qui ont fortement épargné pendant la crise se mettent à consommer, se mettent à investir, ce qui donnera du chiffre d'affaires et du résultat pour toutes les entreprises, dont les PME. Voilà. Oui, c'est ça. Toutes les entreprises et les PME, pas moins que les autres. C'est ça. Donc ça, c'est les facteurs positifs. Et puis après, on a des facteurs de risque. Le premier, c'est le Covid. On a vu aujourd'hui, les nouvelles variantes sont reconnues par le vaccin, sont reconnues par les tests. Demain, on peut très bien avoir une variante qui passe inaperçue et qui fait des ravages. Bon, premier risque, qui serait un risque fort pour le marché. Après, on a un risque politique dans certains pays, notamment en France. Lorsqu'on va entrer dans le deuxième semestre 2021, les gens vont de plus en plus regarder l'issue possible de la présidentielle 2022. Et en fonction du nom qui risque de sortir du chapeau, les marchés peuvent réagir très différemment. Voilà. Et puis après, il y a un risque résultat d'entreprise, où là, au cas par cas, les marchés peuvent mal réagir à, ma foi, une année 2020 qui a été compliquée pour tout le monde. Quand on regarde votre fonds, Vatel Flexible, je le rappelle, donc pour la poche action investie sur les small et mid cap, c'est un 0-100 en termes de flexibilité. Il fait plus de 16% de performance l'an dernier. Je crois que c'est une des meilleures performances annuelles, la deuxième meilleure performance annuelle depuis sa création. Ça donne une performance capitalisée annuelle moyenne de 6% depuis 10 ans, plus de 6% sur les 10 dernières années pour Vatel Flexible. Quels ont été les moteurs de la performance du fonds l'an dernier? Est-ce que la flexibilité a été un grand moteur de performance? Est-ce que le levier de la flexibilité a été utilisé au maximum? Est-ce que le stock picking a délivré aussi une partie de la performance, une grande partie de la performance? En fait, c'est les deux. On a commencé l'année avec une allocation en actions de 40%. Et pendant les 3 premiers trimestres, on a passé l'allocation de 40 à 65%. D'accord. Et
avec la forte hausse des cours depuis le 4e trimestre, on commence à écréter. Donc là, on est revenu en fin d'année à 60%. On a eu quelques souscriptions en début d'année qui ne sont pas encore forcément investies. Donc on est en train de descendre en dessous de 60%. Et c'est un niveau avec lequel on est confortable. On va continuer à accompagner la hausse du marché en écrétant et en prenant des plus-values. Ouais. Bon, voilà, c'est un vrai fonds patrimonial. Donc on essaye d'avoir une bonne performance régulière sans prendre trop de risques. Bon, et le stock picking, qu'est-ce qu'il a apporté comme performance, comme contribution à la perf alors, Jean-Michel ? Le stock picking a été généreux avec nous. On a la plupart de nos lignes en portefeuille sont positives et on a eu 3 grosses performances sur 2020 avec les lignes de Richebourg, Pharmagest et Delfingen, qui sont toutes les 3 à 100% ou plus de 100% de performance, avec des bons points d'entrée qui nous ont été donnés par le marché. Bon. Et alors les top picks 2021, là, est-ce qu'on continue avec les mêmes ? Est-ce que les de Richebourg, Delfingen, Pharmagest, ou est-ce que c'est déjà joué en grande partie ? Alors je vais vous répondre en vous parlant de la manière dont on travaille. Lorsqu'on regarde une entreprise, on a 3 critères principaux. On va d'abord regarder les managements. Et en fait, notre métier de base, c'est le private equity. Et c'est le principal critère à regarder quand on est dans le private equity. Donc, c'est ce qu'on applique aussi sur les small caps cotés. Le deuxième critère que l'on regarde, c'est la visibilité que l'entreprise a sur ses cash flows futurs, ses résultats, ses chiffres d'affaires. Si l'entreprise a une très bonne visibilité sur son business, eh bien, on sait qu'on peut l'acheter. Et même si on l'achète trop cher, à un moment donné, on sait que mathématiquement, par l'accumulation des chiffres d'affaires et des résultats, à un moment donné, l'investissement deviendra bénéficiaire. Donc c'est typiquement le cas de sociétés comme Delfingen ou de Richebourg qui sont sur des secteurs porteurs. Et le troisième critère, c'est un critère important quand même, c'est la valorisation de ce qu'on achète au moment où on l'achète. Et c'est vrai qu'on aime bien acheter pas cher et revendre quand c'est cher. C'est assez logique, basique même comme stratégie. Oui, mais ça fonctionne quand on y arrive. Oui. Ça fonctionne quand on y arrive. Et après, c'est plus dur aujourd'hui, là ? Et là, ça devient plus dur, oui. On a plus de mal à acheter maintenant. Et effectivement, on ne peut pas toujours acheter avec les 3 critères. Donc, il nous en faut au moins 2 sur les 3, dont la qualité du management. Voilà. Et alors, ayant dit cela, je peux vous parler des valeurs qui nous semblent avoir un très bon potentiel. Présenter un bon profil pour 2021. Pour 2021 et au-delà. La première, c'est Valbiotis. C'est une société qui est à mi-chemin entre l'agroalimentaire et la santé, qui s'est dédiée à la conception de suppléments alimentaires qui ont une indication thérapeutique avérée par des études cliniques. Voilà, donc c'est une société qui a un premier composé dont Nestlé Health Science a pris une licence exclusive contre un flux de paiement de 70 millions de francs suisses étalés sur la durée de vie de la licence, avec en plus des paiements de royalties. Aujourd'hui, l'entreprise capitalise 52 millions d'euros. Donc elle capitalise moins que le flux que vous venez de décrire. Voilà. Et c'est sans compter son pipeline avec 3 autres composés qui sont en cours de développement. D'accord. Et qui sont peut-être aussi promis un bel avenir si les études se passent bien. On va s'arrêter, mais vous avez le temps, 30 secondes pour une deuxième peut-être, Jean-Michel ? Je vous donne 3 noms simplement, alors qu'on aime bien, sans les décrire. Cogelec, ABC Arbitrage, qui est contrariant et qui peut permettre de protéger un portefeuille si ça se passe mal, et Assystem, une valeur pour parier sur le retour en grâce du nucléaire, qui est quand même une évidence dans le cadre de la transition de décarbonation des économies. Très clair. Merci beaucoup Jean-Michel. Voilà. On pourra en parler plus en détail peut-être de ces top picks 2021 au cours de cette année. Merci beaucoup Jean-Michel Icre qui venait nous voir ce soir pour parler donc de Vatel Flexible, le fonds flagship maison et des small caps en général. Le directeur d'investissement de Vatel Capital avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Très bon début de soirée. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.